Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau gros récap du côté de la LCK. Quelques minutes pour vous débrief, analyser, commenter et résumer les meilleurs moments de cette semaine sur la plus belle ligue du monde. Et on passe sans plus attendre à la première journée de cette semaine. Une première journée qui nous proposait deux confrontations du plus haut niveau potentiellement avec T1 contre Nongshim, avec toutes les vagues évidemment qu'il y a eu du côté des Nongshim au cours de la semaine, on y reviendra bien évidemment, et le top 1 contre le top 2 du moment, HG contre Katie Rolster. En première game, on a eu le droit à une draft qui n'a pas eu beaucoup d'importance en réalité, tant T1 était dans la domination quasiment toute la game. On notera quand même cette karma du côté de la bot lane pour Keria, qui avait permis de récupérer pas mal de prio au niveau du bot. Dans tous les bons coups, dans tout le moment de la partie, on a quand même enclenché le snowball sur un move bot lane où les Hens étaient un petit peu au mauvais endroit au mauvais moment, et c'est parti de là, et ça n'a jamais arrêté en réalité. Les Nongshim se sont fait exploser au cours de cette game. Toutes les lanes ont gagné, et on finit par remporter la partie en 29 minutes avec près de 15 000 gold d'avance. Il n'y a pas grand chose à analyser tellement le stomp était violent finalement. En game numéro 2, on a eu le droit à une draft tout de même un petit peu plus intéressante, un petit peu plus de cuisine avec des T1 qui sont partis sur un Kog'Maw Lulu tout de même, et on a eu le droit au fameux Nocturne de Honor avec lequel il ne perd quasiment jamais. On est à près de 85-90% de win rate en LCK sur ce champion, et passer un early game un petit peu disputé du côté des T1 où on a quand même eu un duo mid-jungle pour les Nongshim qui s'est quand même un petit peu bougé pour essayer de mettre de la pression, Aurora Panthéon. On le sait, Panthéon ça se déplace un petit peu partout sur la carte, les météores qui mettent pas mal de pression. On a quand même réussi finalement du côté des T1 à enclencher le deuxième, en particulier grâce à Honor encore une fois qui a été excellentissime sur son champion. On a eu un move au niveau de la bot lane également du côté de Pace et Keria aux alentours de la 11e minute, ce qui permet de lancer leur snowball, mais le plus gros break se fait au niveau du héros de la fight. Justement, le Kog'Maw est full pile grâce à sa Lulu, on tente le all-in, il absorbe le all-in et finalement il permet de dérouler le fight grâce à son DPS, bien accompagné également par son jungler encore une fois qui avait fait la différence. Le seul tout petit danger qu'il aurait pu avoir au cours de cette game, c'est que les Nongshim avaient quand même pas mal accumulé les dragons, mais finalement sur le teamfight autour du 4ème, on arrive à trouver un bon catch, on bloque le potentiel scaling et le snowball autour des Drake du côté des Nongshim, et finalement on enterre tout suspense dans cette partie, et ça sera un 2-0 assez sévère, mais bien joué du côté des T1. Le deuxième BO du jour, c'est joué entre les HLE et les Katie Rolster. À ce moment-là, ils étaient respectivement numéro 2 et numéro 1 du côté de la LCK, avec bien évidemment des Katie qui étaient encore invaincus, et des HLE qui couraient un petit peu après cette première place, après avoir perdu une première fois face à T1 et n'avoir quasiment rien lâché par la suite. Et lorsque vous regardez un petit peu l'état de forme du côté de ces deux équipes, Katie avait un léger coup de mou, parce que bien qu'on ait des victoires, on avait un gameplay qui était peut-être un tout petit peu moins propre que celui des HLE qui roulait un petit peu sur tout le monde sur leur passage. Et justement, finalement, c'est bien les HLE qui ont réussi à prendre la dragée haute au cours de cet affrontement. Dès la game numéro 1, on a eu le droit à une composition qui était basée sur un H Seraphine. Alors on connaît bien évidemment la puissance du duo de champions. On a eu un Zeka très efficace également sur sa Aurora. Et du côté du top side, le match-up qu'on attendait un petit peu tous entre Perfect et Zeus, ça a tourné un peu au vinaigre du côté de Perfect, qui a malheureusement pour lui blind pick Jace. Il avait déjà fait, ça s'était bien passé, et bien face à Zeus, ça s'est pas très bien passé. Et Zeus qui a débarqué avec son Yorick, qui a largement remporté le 1v1 et également fait éclater un petit peu son snowball dans les teamfights. Et justement, on a eu un early game qui a été un petit peu chargé en kill des deux côtés, ça s'est quand même beaucoup bougé avec des Katie qui n'ont pas lâché le morceau, mais c'est au niveau des dragons que la différence s'est faite particulièrement. Aux alentours du teamfight, autour du 3ème dragon, justement, Zeus arrive, avait largement dominé son match-up à ce moment-là et est littéralement inarrêtable dans la composition adverse. Bien pile, bien évidemment, par une Séraphine qui a pu l'aider. Il débarque, il arrive à faire son DPS, il ne peut pas mourir étant donné qu'il était beaucoup trop fed et permet d'embarquer la première game assez largement en faveur des Hanwha Life. Alors que la game aurait d'ailleurs pu se terminer un petit peu là-dessus, tant le break était fait, on a quand même réussi un petit peu à punir la tentative de Baron Nashor du côté des HLE, mais malgré tout, le fight autour du 4ème dragon, c'est un peu rebelote. On a les HLE qui dominent, on a un Zeus qui est intuable, et on peut ensuite récupérer le Nexus sans plus de cérémonie. En game numéro 2, on s'attendait encore une fois à un petit peu de bagarre, et on aura eu le droit à un Lucian Milio, dont on reparlera souvent, vous allez le remarquer, au cours des drafts de la LCK, qui est tombé pour les HLE. On a eu une réponse un petit peu curieuse du côté de BD avec une Anivia que je comprenais pas trop dans la draft, étant donné qu'on avait déjà le Lucian qui était encore disponible et qui pouvait dashback, qu'on avait ce Milio justement pour pouvoir tanker un petit peu le slow et le zoning de la Anivia, et on avait en plus de ça par la suite pu récupérer la Ahri du côté de Zeka. Bref, une Anivia qui n'a pas eu beaucoup de sens. Et du côté du topside, de nouveau un Perfect qui s'est pas mal fait bosser. Il avait utilisé son counter pour chercher un Renekton dans le Jax de Zeus, et il faut le dire,
il s'est fait un petit peu bosser. Pas forcément en early game, cela dit, qui était plutôt tranquille du côté des HLE et des KT Rolster, mais c'est au fur et à mesure dans la partie où on a senti que le Jax commençait à reprendre largement du poil de la bête. C'est au fur et à mesure des escarmouches qu'on a réussi à prendre l'avantage du côté des Hanois, et l'avantage était quand même un petit peu léger, mais il a définitivement été confirmé aux alentours du fight vers la 18-19e minute de jeu, le troisième dragon de la partie, et où Zeus, encore lui, toujours lui, arrive avec son Jax et trouve une counter-strike absolument phénoménale qui lance le teamfight pour les Hanois et engage le break. La suite de la game est un long fleuve tranquille pour les Hanois qui ne sont plus menacés en réalité par les KT Rolster, qui n'arrivent pas à sortir de leur base et qui essayent d'avancer vers leur scaling, malheureusement qui n'arrive jamais. Le teamfight aux alentours de la 26e permet de récupérer le Baron Nashor et globalement de terminer la partie. 2-0 donc du côté des HLE qui sont devenus les seuls et uniques premiers de la compétition pour l'instant. Et on a le droit finalement à une deuxième journée qui s'est soldée avec un tout petit peu plus de suspense que ce à quoi on aurait pu s'attendre. KRX face à Gen G, et les Gen G ont le droit à une game, un petit peu curieusement, et du côté du deuxième BO, on a eu le droit au Fox face au Damwon, et Fox dans un roster un petit peu remanié, étant donné toute la zumba qu'il y a eu autour de Diable au cours des derniers jours de cette semaine. C'est d'ailleurs curieux que le premier BO entre Gen G et KRX se soit soldé d'une manière aussi surprenante que ça, au vu du stomp absolu qu'on a eu le droit en game numéro 1. Dans une draft encore une fois orientée autour d'une H Séraphine qu'on connaît très bien, les Gen G ont absolument verrouillé le jeu. Curieusement, on aura eu le droit également à une réponse Annie dans la Aurora, alors que souvent c'est la Aurora qui est utilisée pour essayer de tanker le combo de Annie, mais finalement on a eu le droit à un Chovy qui a assez largement dominé son match-up. Et il faut le dire tout de même, on a eu le droit à une véritable promenade de santé du côté des Gen G qui ont complètement explosé la game, bien mené par un Canyon qui a tout à fait été pertinent sur son Jarvan et qui a pu enchaîner les ganks, qui a pu enchaîner les pick-up, qui a pu enchaîner les catchs via la bot lane, via la mid lane. Bref, on s'est même permis de faire un Magi pour Chovy, ce qui est une chose absolument exceptionnelle. On soulignera également donc le travail du mid jungle comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et il faut le dire tout de même du côté de Endil et Saniko, on était quand même assez généreux, donc on s'est fait catch d'une manière un petit peu bête parfois, à vouloir consommer son flash un petit peu n'importe comment. 20 kills à 5, 26 minutes de jeu, rideau, au revoir. Mais du coup c'est en deuxième game que tout est un petit peu parti à volo, avec des KRX qui ont d'ailleurs largement dominé le sujet. On retente ce fameux Lucian Milio dont je vous ai un petit peu parlé du côté des KRX, Wheeler qui a été explosif sur un Wukong, hein, ça a été vraiment lui qui a été au cœur du jeu. Et il faut le dire, du côté des Gen G, on s'est mis quand même une sacrée balle dans le pied avec ce J-Stop et cette Akali mid. La composition au global du côté des KRX était quand même beaucoup plus intéressante. On répond avec force du côté des KRX justement, avec beaucoup de moves organisés autour de ce Wukong qui récupère pas mal de ressources, un move mid, un move bot. Derrière on réenchaîne un petit peu du côté des Gen G pour essayer d'y répondre, mais Wheeler repart au niveau de la botlane et récupère un triple kill si je dis pas de bêtises, et permet de complètement lancer sa game. Bien évidemment, Gen G est une équipe qui ne se laisse pas abattre. On arrive à essayer de trouver des petits pick-up, des petits teamfights qui viennent déranger le snowball adverse, mais le véritable break se fait aux alentours de la 14e minute, où on sent une avance assez claire du côté des KRX. Cependant, malgré ce petit break qui a été réalisé du côté des KRX, encore une fois les Gen G trouvent des fights absolument miraculeux, en particulier via un Chovy et sa Akali qui arrivent par plus d'une fois à snipe les bons joueurs. Dans un fight à la 20e minute par exemple, on arrive à parfaitement récupérer un teamfight du côté des Gen G qui leur permet de récupérer le Baron Nashor. Cependant, juste après, les KRX qui n'avaient pas eux-mêmes dit leur dernier mot arrivent à shut down le Baron Powerplay des adversaires. C'est vraiment une game qui se transforme en véritable pugilat. Cependant, 2 minutes plus tard, on récupère justement le fight de la victoire du côté des KRX avec bien évidemment un fight où on a réussi à avancer avant que Chovy ne soit là. En réalité, c'est un petit move de Canyon qui s'est un petit peu trop senti pousser des ailes et les KRX eux étaient prêts à la réaction. On arrive à slay le fight et à récupérer le Nexus. En game numéro 3 par contre, oh là là, qu'est-ce qu'on s'est fait chier la team. 20 minutes de jeu avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. On a eu le droit à une composition assez biffy du côté des Gen G avec un Kin qui est allé sur son K santé. On a eu le droit au Sylas de Chovy qui était extrêmement tanky également. Le Trundle dans la jungle du côté de Canyon. Et en face, on essayait d'assurer un teamfighting assez clair. Victor avec Miss Fortune. Mais ouais, 20 minutes avant qu'il se passe quoi que ce soit, le premier teamfight s'est vraiment organisé autour du dragon. Un fight qui a finalement été dominé par les Gen G alors que les KRX avaient trouvé le catch sur le bar de Duro. Mais malheureusement pour eux, Kin sur K santé, c'est toujours une masterclass. Il trouve un Z sur 3 personnes, il trouve le Q-spell derrière, il arrive à zoner Pixel et permet de lancer le teamfight et le snowball des Gen G. Quelques minutes plus tard à peine, à la 23e minute de jeu,
On repart sur un teamfight au niveau de la botlane, encore une fois maîtrisé par les deux solo lane des Genji, avec un Kin qui fait un travail de fou avec son K'Sante et le Sylas de Chovy qui a été également plutôt pixel. Le snowball est extrêmement lent malgré tout, hein. La game dure 37 minutes, c'était absolument lunaire, mais malgré tout, dans tous les escarmouches, c'est des Genji qui arrivent à prendre la main, qui arrivent à avoir assez largement les golds d'avance et écrasent la partie petit à petit. Mais vu qu'ils se sont fait peur en game numéro 2, et bien forcément ils ont pris tout leur temps pour s'assurer au cœur de cette game numéro 3. Le deuxième BO du jour s'est joué entre les Fox et les Damwon. Fox ayant une situation un petit peu particulière au rôle d'ADC étant donné que Diable avait été bench et ils ont du coup récupéré leur carrière d'Academy Slayer. Cependant on a eu le droit quand même à une game 1 assez serrée où alors qu'on avait une composition qui jouait beaucoup l'agression du côté du 2v2 mid jungle du côté de Damwon avec Annie, Lee Sin, et de l'autre côté on avait finalement un petit peu de setup avec un Raptor qui devait vraiment faire la différence très tôt dans la partie avec son Jarvan, mais il faut le dire, le Lee Sin de Lucid c'est quand même quelque chose. On a eu le droit même à une Zeriumi pour répondre au Lucian Milio au niveau de la botlane, mais ça n'a pas été une réponse très satisfaisante, le Lucian Milio a eu largement la main. Mais Lucid encore une fois, donc on y revient, fait un early game de zinzin. Il vient au mid, il setup, ensuite il arrive au niveau du bot, au niveau de la 11e minute, pour permettre de dépressuriser un peu, étant donné qu'on était clairement en train de souffrir du côté du Zeriumi botlane. Mais de fait, bien que Lucid mouille le maillot, hein, il donne tout ce qu'il peut, le pauvre, bah malheureusement, on est assez généreux du côté du collectif Damwon qui se fait catch à un certain nombre de moments assez importants, et du côté des Fox, on trouve quelques justement catch et escarmouches plutôt favorables. Les Firex arrivent finalement à stack les dragons et à se mettre dans une situation où ils ne sont pas tant en retard en gold que ça. Heureusement que le jungler de Damwon sur Lee Sin est absolument une bête. Il arrive à voler le 3e dragon, nature, peinture, il arrive, il débarque, il smite, derrière virevolte dans le fight, setup ses coéquipiers, trouve enfin un fight de fou et avait quasiment assuré le break en réalité. Mais derrière, on se refait un petit peu avoir du côté des Damwon. Heureusement, Slayer fait une petite erreur au niveau de la mid lane, un dash-in de trop avec son Lucian. Un petit peu dégueu, faut le dire, mais on peut pas lui reprocher grand chose. Le pauvre, il débarque en LCK dans un monde où tout est puni très rapidement et voilà, la pression peut forcément le mettre un petit peu en difficulté. Teamfight gagnant pour Damwon, 1-0. En game numéro 2, on se conteste le pick Séraphine particulièrement. On le récupère avec un Ezreal. En face, on a une Ashe Lulu du côté des Damwon. Une réponse qui est assez intéressante et qui est plutôt Ashe favor de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Autre pick intéressant, le Trundle qui rentre un petit peu en jeu pour essayer de contester le pick Xin. Ça marche particulièrement bien justement avec une Lulu au rôle de support puisque du coup tu peux aller très deep avec le Trundle et ça a justement plutôt bien marché pour les Damwon. Et comme depuis le début de ce BO, on a eu le droit à un pugilat en début de partie, on s'est échangé les kills un petit peu dans tous les sens. Au niveau des Void Grubs, aux alentours de la 9e minute de jeu, c'est des Firex qui arrivent à prendre la main. Aux alentours de la 16e, on a un teamfight qui est plutôt favorable finalement aux Damwon. Et alors que justement cette early game était plutôt disputée, et bien la transition vers le mid-game, elle a été sévèrement punie par des Damwon sur quelques catchs assez violents qui permettent d'enclencher le snowball. Un catch au mid sur une wave un petit peu trop avancée du côté de Slayer qui malheureusement se fait encore une fois avoir par l'expérience, et on fait un catch également au niveau de la bot lane qui permet globalement de complètement éteindre la partie pour DK. Ils confirmeront leur avantage autour du fight pour le 4e dragon. On arrive à d'une part trouver une flèche de cristal pixel perfect du côté de Smash qui snipe Vikla, qui permet donc ensuite d'en lancer le teamfight pour Showmaker avec Sahari, et on terminera sur un triple kill du côté de Smash et la victoire s'enchaîne sans trop de problèmes. 3e journée et fin des matchs allés du côté de la LCK avec une dernière confrontation entre les plus petites équipes du classement, les DNS et les Bros. Une confrontation de petits poussets donc, où seule une équipe a vraiment été présente dans la fight de l'invocateur et a réussi à élever le niveau de jeu à ce moment-là. Les Bros, donc, qui ont assez largement dominé leur sujet, ont réussi à avoir une draft Lucian Milio bien exécutée et qui a pris le snowball très tôt dans la partie avec bien évidemment l'aide de leur jungler. Gideon qui a réussi à être là au bon moment avec son Xin Zhao et qui a réussi en particulier à passer niveau 6 avant le Jarvan de Piossi qui s'était un petit peu perdu dans ses invades en early game. Il avait trouvé une première invade intéressante, puis après derrière il perd du temps, puis ensuite il va sur les golems adverses, mais du coup il est très en retard parce que du coup il fait des mouvements aller-retour dans la jungle. Là où finalement le Xin passe niveau 6, trouve un dive au bot et enclenche un snowball légendaire pour le duo botlane. Et le plan de jeu s'est parfaitement déroulé ensuite. Le Lucian Milio qui prend la prio au niveau du bot, on éclate la botlane, ensuite on a tellement de gold d'avance qu'on peut faire tout ce qu'on veut via la mid lane, et on arrive à prendre la prio mid, la tourelle, des objectifs neutres, des camps, des ganks, de la vision, bref le plan de jeu Lucian Milio assez classique.
pression bot, into pression mid, into récupération d'objectifs un petit peu partout. Et franchement, il a complètement explosé la game ce Lucian, hein. On était à 2000 gold d'avance dans le match-up direct à 15 minutes de jeu. On prend la T1 mid lane à la 19e et on break complètement la game à la 25e minute de jeu sur un teamfight absolument zinzin où on n'a rien pu faire du côté des DNS. Et en game numéro 2, on a parfaitement su gérer la draft full dive qu'on avait entre les mains, avec bien évidemment Nocturne, Ambessa, Nico, Galio, enfin c'était assez clair. L'objectif c'était d'abattre l'ennemi. On a eu le droit finalement à un early game un petit peu disputé, Closer particulièrement à la mid lane qui a réussi à prendre la main, et le Jhin au niveau de la bot lane des DNS a réussi à tenir un petit peu le coup. On se dispute un petit peu les teamfights, des kills qui partent un petit peu partout, un fight autour de la 2e minute de jeu qui finalement ne laisse pas forcément de gagnant, mais les DNS arrivent quand même à prendre un léger lead 2 minutes plus tard sur un teamfight bien senti. Mais justement cet avantage est réduit à néant 2 minutes plus tard avec un énorme teamfight de la part des bros qui gèrent parfaitement leur composition de dive justement et qui permet de lancer leur snowball. On a un Gideon qui a pixel foncé sur le Jhin pour qu'il ne puisse pas jouer et la Ambessa de casting qui a également éclaté le teamfight avec son champion. Le mid-game a été relativement tranquille, étant donné qu'on a assez bien snowball son avantage du côté des bros. Les DNS ont tenté un petit peu de jouer sur le side là où était le Galio et malheureusement ça se passe pas très bien parce que d'une part ils perdent beaucoup de temps et la seule fois où ils arrivent à connecter sur le Galio finalement ils se font get back. À la 25e minute de jeu, giga all-in. Et finalement, à partir de là, on peut tranquillement récupérer le Nashor et 2-0 assez tranquillement. Le deuxième BO s'est joué entre les T1 et les HLE. C'était très largement le plat de résistance de cette journée. Et T1, qui a été la seule équipe à battre HLE, a affronté des HLE qui étaient à la première place et qui mettaient un sacré rythme au sein de cette LCK. Et c'est un BO qui a quand même tenu toutes ses promesses, en particulier en termes de draft où ça a pas mal cuisiné du côté des T1. En première game, par exemple, on a eu le droit à une draft sans aucun filet de sécurité, avec un Varus top blind pick très tôt dans la partie et une composition qui a joué justement sans aucune véritable engage ou front lane. Varus, Karma, Jhin, on se concentrait sur le setup de la Annie particulièrement, là en face on était sur une composition beaucoup plus régulière du côté des HLE. Wombo combo de teamfight, on a Miss Fortune, Azir, Jarvan, Bard aussi pour pouvoir setup, bref vraiment très régulière front to back. Et en première game justement la composition des T1 avait besoin de snowball en réalité, ils avaient besoin d'aller de l'avant, ils avaient besoin de créer des golds et d'essayer de prendre leurs adversaires à court, on est que si on avançait dans les teamfights de milieu et fin de partie, ils n'avaient pas forcément beaucoup de solutions. Et on a eu le droit justement à un early game très disputé. On se rendait coup pour coup, on a même Faker qui a trouvé un solo kill avec Seani sur un Zeka qui est franchement un des meilleurs joueurs actuellement du côté des HLE, mais on arrive à y répondre du côté de Kanavi, on arrive également à répondre du côté de Honor, ça enchaîne. Mais en réalité, dans les premiers gros teamfights, c'est quand même T1 qui arrive à prendre l'avantage. On arrive à faire vraiment la différence avec une composition qui est très difficile à manier, en particulier dans un fight à la 24e minute de jeu où Doran absorbe énormément de pression avec son Varus, au passage fait énormément de dégâts et permet de lancer finalement les T1 sur les bons rails. On a cependant des erreurs qui sont assez cruelles du côté des T1, en particulier par exemple une téléportation de la part de Faker au niveau de la mid lane juste avant un dragon qui finalement finit par tomber extrêmement bêtement et qui ralentit le snowball au Drake. On a également du côté de Kanavi une punition parfaitement exécutée avec son Jarvan sur un catch sur 2 joueurs T1 qui sont complètement out of pause sur une rotation post-Drake et ils voulaient préparer la vision Nashor mais on les prend de vitesse et on arrive du coup à soi-même récupérer le Nashor. Et justement passé ce timing là autour du baron, les T1 ont commencé à beaucoup souffrir. Le scaling de la composition des HLE a fait son affaire et T1 malheureusement n'a jamais réussi à reprendre de la hauteur. Et le 1-0. En game numéro 2, de nouveau de la cuisine du côté de la draft avec un Milio first pick ultra curieux. Alors on sait le Lucian Milio avait pris beaucoup de prio, on l'a évoqué lors des quelques BO précédents, mais de là le first pick, je sais pas trop d'où ça sort et on se fait bien évidemment voler le Lucian, mais on récupère le Aphelios finalement du côté des T1. On suit également avec un Twisted Fate finalement au niveau de la mid lane et on a un Lee Sin qui va aller entre les mains de Honor. On a eu le droit aussi à la première Anivia en carrière du côté de Zeka. Il est possible que on ne revoit pas tout de suite ce pic entre ses mains tant il a été inutile. On a eu le droit à un early game un petit peu disputé entre les deux équipes qui s'enchaînent sur quelques pick-up, mais en réalité la situation tourne un peu au vinaigre du côté des T1 sur une belle invade de la part des HLE qui prend complètement les T1 de court. Cette invade, qui a été bien évidemment menée par un Kanavi qui est en feu depuis le début de la partie, a failli breaker les T1 qui se sont mis en danger du coup sur un timing bas en Nashor quelques instants après,
où on arrive tout de même à punir du côté de T1 avec un ulti pixel perfect de la part de Doran qui arrive à punir la Gwen de Zeus qui a été bien backup ensuite par un ultimate de Twisted Fate qui a vraiment shut down. Et sans la Gwen, finalement, on pouvait jouer beaucoup plus facilement pour T1 qui ont pu dérouler le teamfight. Le scaling a commencé à avancer finalement et on a réussi à arriver surtout sur des bons items du côté du Twisted Fate de Faker. Lorsqu'il a récupéré son 4e item et donc il avait son Rapid Fire Cannon, la distribution de gold card a été absolument zinzin et a mis tout le collectif DHLE à genoux. Et c'est d'ailleurs sur timing, avec des T1 qui avaient quand même accumulé pas mal de dragons, qu'on a réussi à reprendre un petit peu du poil de la bête. Sur le fight autour du dragon, on a d'ailleurs une phase de jeu absolument phénoménale où les T1 arrivent à parfaitement kite et à space leur adversaire, à prendre de la distance. Gold card, DPS poke, on recule. Gold card, DPS poke, on recule. Ça a été une phase de jeu vraiment très intéressante. Les HLE ont essayé de tenter le tout pour le tout, d'avancer à travers Doran pour essayer d'atteindre les carries adverses. Malheureusement, ça se passe pas très bien. T1 sortira vainqueur de cette phase de jeu, prendra le dragon et en plus de ça, on arrivera à parfaitement pile le Aphelios de Paze qui a dû tanker le all-in de la part de la Gwen de Zeus qui malheureusement n'aura pas trouvé sa place. Un partout finalement à la fin de cet affrontement et on arrive en game numéro 3. Mais cette game numéro 3 malheureusement elle n'aura pas laissé place à énormément de suspense. On a eu le droit à la Aurora toute moisie de Faker qui, on se doute, a besoin de traîner le champion en compétitif. C'est pas un problème, mais pour l'instant c'est toujours aussi catastrophique, même si il faut le dire c'était pas sa pire game d'Aurora depuis le début de la saison. En face les HLE ont récupéré leur combo Arrivai avec lequel ils arrivent à vraiment mettre de la pression dans toutes les games et il faut le dire ça a également été le cas cette fois-ci. Dès le début de partie, on a un Kanavi accompagné de son mid laner qui fait vivre un enfer au panthéon de Honor et on le sait lorsque Honor est un petit peu en retard, lorsqu'il est un petit peu en difficulté, malheureusement on souffre beaucoup pour les T1. Le problème c'est qu'en plus de ça, du côté de Honor, on n'a pas réussi à tenir dans le 1v1 face au jungler adverse, mais surtout on a pris, je trouve, des décisions un petit peu hasardeuses. Ces deux premiers ultimates avec Panthéon qui n'ont de fait servi à rien. On a fait un ultimate au niveau du bot side déjà complètement inutile, enfin vraiment il était en retard sur le play pour essayer de snowball via le bot side. On aurait pu punir d'autant plus au top étant donné que le blind pick de Jace au top avait été puni par un joli Gragas de la part de Doran qui avait en plus de ça récupéré un kill à l'aide de son Panthéon un petit peu plus tôt et il n'avait pas de flash. Le deuxième ultimate arrive au mid après que Faker soit mort sur sa aura et du coup le Panthéon il se retrouve en 1v3 parce que le Rakan adverse avait fait le décalage donc il meurt aussi et en réalité à ce timing là c'était déjà quasiment plié. Les HLE avaient près de 3-4 000 gold d'avance. La situation commence petit à petit à voler en éclats. T1 essaye un move au niveau de la top lane pour essayer de punir Zeus encore une fois aux alentours de la 15e minute de jeu et malheureusement on se fait get back, on prend pas le kill sur Zeus, on se loupe complètement et passé ce timing là c'était globalement terminé. Dernier teamfight. Voilà, un peu de suspense aux alentours de la 27e minute. On essaye de jouer autour de Paze, mais on a Zeka qui arrive à parfaitement snipe le carry AD adverse avec un bisou chirurgical. Et globalement, rideau circulé, il n'y a plus rien à voir. 2-1. Quatrième journée du côté de la LCK et un très gros choc nous attendait dès le début avec Genji face à Damwon. On a eu le droit à une draft extrêmement agressive du côté des Damwon qui ont voulu essayer de jouer autour de Annie et Lee Sin. On le sait, hein, le Lee Sin de Lucid qui est un de ces champions absolument banger avec lequel il arrive souvent à mener de très belles actions. Tandis qu'en face, on a joué plutôt le scaling avec le Ryze, avec la Caitlyn, le Bard pour essayer de temporiser un petit peu les moves sur la carte. On a essayé de fermer un maximum les opportunités. Et en réalité, c'est là où le bas blesse, c'est que les Damwon, ils n'ont pas du tout joué agressivement. En réalité, il n'y a quasiment rien eu envers Lee. Même au contraire, c'est du côté des Genji qu'on arrive à mener les premières agressions avec un gros move topside pour récupérer le First Blood et un mouvement collectif avec le jungler et le Ryze qui ont pu justement dive au niveau du top. Au contraire, là où justement les Damwon auraient dû accélérer, et bien à l'inverse, c'est donc encore une fois les Genji qui avancent, bien menés par Canyon, bien menés par Chovy et petit à petit, et bien la game snowball progressivement et lentement du côté des Genji. Mais je vous mens pas, en plus la game a été très lente dans la manière dont elle a été jouée, mais c'est terminé assez rapidement. On a eu un fight tout autour du Nashor à la 25e minute de jeu, et ça a été un peu tout en réalité. Le Nashor est récupéré par les Genji à la 25e sans que les Damwon ne check vraiment, et derrière on peut tranquillement récupérer bien la victoire. En game numéro 2, on a le droit à un peu de cuisine du côté des Damwon, où on a essayé de jouer autour d'un Mail Pike assez agressif pour counter le H Seraphine adverse, bien évidemment. Le Mail Pike, ça commence à être une réponse qu'on connaît. Une game 2 qui a été également sur un rythme assez lent. Le seul souci, c'est qu'on avait un gros problème
top lane du côté des Genji, étant donné que le Gnar de Xiwu a complètement éclaté le Aatrox de Qin dans le 1v1. Et c'est via ce top side où petit à petit on a gratté des trades, on a gratté des plaques, on a gratté quelques kills par-ci par-là qu'on a réussi enfin à accélérer du côté des Damwon. Via la pression topside, on a réussi à scrupuleusement récupérer les objectifs tout au long de la partie, ce qui a commencé à mettre une belle pression au Genji. Le vrai break économique se fait sur un fight au mid où on arrive à catch ruler juste avant la prise du héros de la faille pour les Damwon, ce qui permet globalement de les lancer sans que les Genji ne puissent vraiment réagir. On a tout de même un dernier sursaut d'orgueil aux alentours du fight du 4e dragon où on pensait que ça allait être assez facile du côté des Damwon, mais on arrive à bien répondre du côté des Genji. Heureusement, encore une fois, Xiwu sur son Gnar a très largement dominé les débats, a permis de récupérer le fight et ensuite le Baron Nashor pour Damwon qui ont pu prendre ce Nexus. En game numéro 3, pas besoin d'analyser grand chose, on a eu le droit au Chauvichau, tout simplement. Le Sylas qui a été récupéré dans la Orianna a explosé la game, littéralement. Il y a eu quelques petits faits de jeu en plus de ça du côté des Genji, où on arrive à prendre le premier break autour des Void Grubs et à définitivement enterrer leur avantage vers la 18e minute de jeu. Tout au long de la game, Chovy a explosé Showmaker, qui, il faut le dire, a pas fait un très bon BO tout court en réalité. Il a été responsable de pas mal de fails, en game numéro 1 particulièrement. Les Genji prendront cette victoire et le 2-1 face à des Damwon qui malheureusement sont un peu coupés dans leur élan, ce qui resserre encore un peu plus la concurrence dans le haut de tableau. Le deuxième BO s'est joué entre les KRX et les Nongshim Red Force, et Nongshim Red Force qui du coup accueille Diable du côté de sa bot lane, et on s'attendait justement à ce que cette équipe Nongshim reprenne un petit peu du poil de la bête avec l'arrivée du tout jeune prodige au rôle de carry AD qui remplacera donc Taeyun. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. En game numéro 1, on a eu le droit à une draft très facile à exécuter du côté des KRX. On joue H Séraphine, on joue une composition très beefy autour et on arrive à faire une composition qui justement met un petit peu en difficulté les Nongshim qui eux jouent un style de jeu un peu plus volatile. Une draft sans filet de sécurité, Anivia, Ashe, Ezreal, très mobile avec un Lee Sin également, mais malheureusement pas assez de setup en réalité. Et il faut le dire, Scout a été largement en dessous dans cette partie, tout comme dans le BO de manière générale. Il se fait gank 2 fois, coup sur coup, avec sa Annie, et malheureusement, du coup, ça éclate déjà leur lead game en faveur des KRX. Les fights s'enchaînent, les KRX prennent la main. Le premier fight au niveau du dragon, par exemple, aux alentours de la 6e minute de jeu, est bien négocié par KRX avec un très bon spacing autour de la hache. Lazyfield qui fait d'ailleurs un BO de patron. On a eu quelques minutes un petit peu bizarres où Rich, malheureusement, se fait avoir coup sur coup, ce qui donne des ressources à la Vayne top, mais c'est encore une fois au niveau des teamfights qu'on arrive à reprendre la main du côté des KRX. Le fight au 3e dragon, particulièrement aux alentours de la 18e minute de jeu, a été celui qui a été le plus révélateur. Lazyfield trouve une flèche de cristal de zinzin, ensuite on arrive à parfaitement space les adversaires avec les slows de la hache, on arrive à get back, à les rattraper, à prendre les ressources et les kills, et à lancer le break. Passé ce timing là, on enchaîne les fights du côté des KRX, dont un particulièrement à la 20e minute de jeu, et où on a finalement un Wheeler qui fait aussi une game de zinzin, où il enchaîne les engages, et il est là en mid et en late game pour pouvoir tranquillement clore la partie sans plus de suspense. 1-0. En game numéro 2, on aura eu le droit à un véritable massacre du côté de ce bot side. Encore une fois, un Lucian Milio qui est récupéré très tôt. On a un duo Anixin avec un Renekton topside pour essayer de mettre du rythme dans la partie du côté des KRX, et la Yunara Nautilus pour essayer d'avoir un peu de setup. C'est vraiment une composition très bursty, on essaye de jouer autour du setup, là où en face, on a tendance à jouer un petit peu avec de la range, avec le Huawei qui a été récupéré par Scout. Mais vraiment, la seule chose qui est à retenir de cette early game, c'est qu'on s'est tous donné rendez-vous au niveau de la bot lane. Dès les premières minutes de la partie, on a des kills, on a des ganks. À la 14e minute de jeu, on se retrouve avec les 2 TP qui passent. Près d'1 minute de fight au niveau de la bot lane où les KRX sont quasiment à ça de se faire complètement breaker, mais finalement on arrive à se sortir un petit peu du traquenard, étant donné que Scout, particulièrement imprécis sur son Huawei, n'arrive pas à toucher ses spells et permet finalement aux différents joueurs des KRX de s'échapper. Les deux équipes se rendent coup pour coup, on a un catch sur Scout qui du coup malheureusement sert pas à grand chose. Derrière c'est Wheeler qui se refait catch, ce qui donne finalement un petit peu d'espace au Nongshim Red Force. Difficile de décerner un vrai favori, mais c'est au niveau d'un fight à la 25e minute où enfin les KRX prennent un lead assez intéressant. Ce fight à la 25e justement où on a un grab pixel de la part de Endil sur Diable qui a été le main focus en réalité du côté des KRX. Dès lors qu'il apparaissait et qu'on arrivait à trouver une engage sur lui, on lui mettait la totale, la Annie, le Nautilus, on essayait vraiment de le one-tap le plus vite possible pour éviter qu'il ne puisse jouer le team
teamfight. On pensait que passer ce fight, on allait complètement breaker la game, on a récupéré le Baron Nashor. Cependant, le fight au niveau du dragon, quelques minutes plus tard, relance encore une fois le suspense. On annule complètement le Baron powerplay, on relance un petit peu la game, et les Nongshim qui reprennent du poil de la bête. Mais après un énorme statu quo jusqu'au fight aux alentours du dragon pour la soul Hextech, eh bien c'est encore une fois sur un catch sur diable qui se fait full focus, qui permet au KRX de reprendre la main. Et on arrive à prendre du coup la soul du côté des KRX, et à partir de là, après quelques teamfights, on arrive normalement assez largement à prendre cette victoire et à ne pas se faire avoir plus longtemps. Une exécution plutôt pixel perfect du côté des KRX qui avait très bien identifié la menace adverse et qui du coup a un peu ignoré un scout qui s'est réveillé sur les 5-10 dernières minutes de la partie, qui a enfin commencé à toucher ses spells, mais c'était un petit peu trop tard. Victoire 2-0 de KRX malgré un changement qui aurait dû normalement permettre aux Nongshim d'être favoris. La 5e journée a vu s'affronter les KT Rolster face aux Bros. Des KT Rolster qui venaient tout juste d'une défaite face à HLE et qui potentiellement auraient pu commencer la fin de leur lune de miel face à des Bros qui eux ont été extrêmement valeureux aujourd'hui. Et de fait, le début de la descente de la montagne russe des KT Rolster semble définitivement entamé. En game numéro 1, on a eu le droit à une draft extrêmement agressive du côté des Bros, qui ont été justement autour d'une Annie, d'un Lee Sin. On a également le Ezreal Elise au niveau du bot side pour essayer vraiment d'être hyper snowbally. En face, du côté des KT, on est allé chercher une composition plutôt scaling avec une Caitlyn, avec également une Mel à la mid lane. Bref, quelque chose qui joue plutôt les teamfights de fin de partie. Un objectif clair donc du côté des Bros, c'est vraiment d'accélérer, d'appuyer sur la seconde, la troisième et la quatrième pour essayer de vraiment snowball la game as fuck et essayer de faire en sorte que le scaling n'arrive pas. Et ça commence d'ailleurs très bien. On a eu le droit à un 2v2 kill assez early du côté des Bros face à un Effort qui a fait une performance un petit peu médiocre sur son Bard et qui commence dès cet instant-là avec une transition de niveau 2 un petit peu naïvement jouée. Heureusement, on a Cuz qui arrive un instant plus tard pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais on aurait pu avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus grave si on avait commencé à snowball. Et justement, en parlant de snowball, on n'arrive pas forcément à accélérer suffisamment vite. Le very early est plutôt pour les KT Rolster avec un Cuz qui récupère la majorité des objectifs neutres. Cependant, on a aux alentours de 15-10 minutes de jeu, une phase de jeu assez intéressante du côté des Bros où on joue autour du héros de la faille, on arrive à mettre un petit move au niveau de la mid lane, au niveau du dragon, bref, on remet un petit peu de beurre dans les épinards pour justement jouer leur composition. Cependant, on n'arrive pas forcément à définitivement enterrer l'avantage et du coup, du côté des KT Roster, naturellement, ça verrouille le jeu. En face, cependant, du côté des Bros, on accentue l'avantage au niveau des dragons et petit à petit, on en récupère un deuxième, un troisième et on menace d'une soul. Et au quatrième dragon, les KT Roster la jouent peut-être un petit peu trop naïf. Ils se font avoir par le poke adverse. On a un Ezreal de Teddy qui est vraiment pixel sur les bombardements et du coup on se met en difficulté parce qu'on récupère la soul technochimique du côté des Bros et vous allez voir que ça a énormément d'importance. Parce que finalement la composition des KT Rolster a longtemps manqué de peps pour passer à travers cette résistance apportée par le dragon technochimique. La Mel de BZZ particulièrement qui était ultra faible, elle avait près de 3-4 000 gold d'avance dans son match-up direct, malheureusement n'arrivait pas à faire tomber les barres de points de vie assez rapidement. Finalement, aux alentours de la 30e minute de jeu, on a un énorme fight où Gideon se fait catch, du coup on arrive à essayer de menacer un petit peu autour du Nashor. Cependant, 2 minutes plus tard, c'est les Bros qui reviennent à la charge et qui derrière eux-mêmes arrivent à prendre un énorme teamfight. Derrière, on arrive à récupérer le Baron Nashor et le Dragon Ancestral, ce qui permet de lancer finalement une fin de partie favorable aux Bros. En game numéro 2, on aura eu le droit à une draft également assez agressive du côté des KT cette fois-ci. On joue une duo lane à setup avec Jhin et Seraphine. On a un Wukong qui est là pour essayer de tabasser un petit peu avec une Ahri pour BD, mais peut-être qu'on manquait un tout petit peu de juice. De l'autre côté, on avait récupéré cette hache du côté de Teddy qui continue de faire un BO assez intéressant sur ce champion ainsi que sur Ezreal. Vraiment, il a été scandaleux. Et on a une Lulu pour pallier au fait qu'on a volé la Séraphine en face. Et il faut le dire, on a eu vraiment une longue phase de jeu où on s'est globalement challenge entre les deux équipes. On a eu un move aux alentours de la 6e minute de jeu, du côté des KT Roster, on a réussi à prendre un petit peu de vitesse les Bros, et du coup ça lance un petit peu leur game. Finalement, dans toute la transition en early mid, on a une alternance de moves favorables et défavorables pour les deux équipes. D'abord un petit catch au Drake par exemple pour Gideon qui a fait un très gros travail, puis après un fight à l'Herald qui a été plutôt favorable au KT Roster. Les deux équipes restent dans un mouchoir de poche en termes de gold. Et finalement, c'est sur 2 fights coup sur coup. Un à la 25e minute de jeu, où d'abord, on a eu une TP flank absolument ignoble de la part du Yorick qui n'a servi à rien, vraiment perfect, qui avec son champion était complètement aux fraises, et un énorme spacing de la part de la hache qui a été trouvée du côté
de Teddy et on a pu du coup tranquillement récupérer le teamfight et faire le premier break. 3 minutes plus tard, 28e minute de jeu, nouveau teamfight absolument zinzin où Roamer a absorbé énormément de pression avec sa Aura. Il tank le all-in de BDD, arrive à s'extraire tandis que tout le reste de teamfight est géré par ses coéquipiers et du coup le fait est que la Ahri n'a vraiment jamais pu le DPS et du coup on a pu tranquillement ensuite dérouler et snowball la partie et la terminer très rapidement juste après. 2-0 donc du côté des bros avec des Katie Roster qui définitivement ont fait une mauvaise semaine. Le deuxième BO s'est joué entre les DNS et les Firex, des Firex dans une nouvelle formule avec l'arrivée de Taeyun qui a pris la place de Diable et il faut le dire, eh bien on a eu le droit à une performance très intéressante de la part des Fox, même si il faut quand même garder une certaine forme de raison, dans le sens où on a tapé les DNS, qui est vraiment l'équipe la plus faible actuellement du côté de la LCK. En game numéro 1, on aura eu le droit à une draft de nouveau orientée autour du Lucian Milio du côté des Firex face au H Seraphine, et de toute évidence, le Lucian Milio semble vraiment être la botlane ultra dominante en ce moment. On a de nouveau eu ce fameux plan de jeu via le bot side et un Lucian Milio qui s'exprime. Tout d'abord, on a le droit à un first blood rapidement au niveau de la botlane, qui lance un petit peu le snowball. On se fait un petit peu avoir ensuite vers la 13e minute de jeu où on a un gros fight en faveur des DNS parce qu'on a Vikla qui est vraiment très en retard sur la prio et du coup malheureusement on se fait un petit peu prendre à partie. Mais c'est aux alentours du héros de la faille où on a énormément de contestations où justement le Milio fait un travail de fou furieux et permet finalement au Firex de prendre l'avantage. On a deux fights coup sur coup, un à la 16e minute et un à la 18e minute de jeu et à chaque fois les Firex arrivent à en sortir un petit peu gagnant. Kaylin au passage qui sur Milio a été vraiment chirurgical. On a un dernier teamfight à la 24e minute de jeu où il trouve un ultimate pixel pour temporiser l'ultimate de la Séraphine et il l'annulait complètement et en plus de ça il a été vraiment chirurgical sur la gestion de ses Q-spells, vous savez le coup de pistolet qui permet ensuite de cancel les engages de la part du Jarvan. Taeyun derrière fait énormément de DPS avec son Lucian et permet du coup de récupérer la victoire quelques minutes plus tard. En game numéro 2, on a eu le droit de nouveau à cette fameuse réponse Trundle d'Ang Zinzao qui commence à redevenir populaire. Ezreal Nico qui a été récupéré du côté des Firex et en face on a eu le droit à une réponse Sylas dans Azir même si elle a été quelque peu anecdotique. Et de fait, encore une fois, cette deuxième game c'est toute une histoire de snowball via le bot side. On a globalement abandonné la Vayne top de Clear qui n'a malheureusement pas servi à grand chose, mais en même temps au vu de la pression qu'ont mis Ezreal Nico dès le début de la partie, on n'a pas pu jouer pour la bot lane des DNS. On prend la prio, on arrive à cancel des waves, on arrive à les dégager de la lane, on arrive à tranquillement à récupérer des plaques. Ensuite, bien évidemment, lorsque tu as une telle situation au niveau du bot side, bah tu vas l'accentuer. On a Raptor qui décale au niveau de la bot lane et permet ensuite de récupérer encore plus d'avantages, de deny des CS. On a quasiment un niveau et demi de retard du côté de la carry des DNS. De fait, on a un énorme fight à la 8e minute de jeu entre les deux tours parce qu'on ne peut pas avancer sous la T1. Raptor Vikla décale, on enterre la bot lane est enterrée, la game est quasiment gagnée à ce moment-là. En plus de ça, on arrive à défendre le weak side avec un décalage de la Nico de Kaylin qui vient protéger un petit peu la Vayne, ce qui fait que ça se passe mal même sur la tentative topside. Et globalement, la game est pliée juste là-dessus, juste à 15 minutes de jeu. Une belle journée donc, double 2-0 avec, pour mon plus grand plaisir, Katie Roster qui s'en prend une. Et de l'autre côté, des Firex qui arrivent à remonter un petit peu la pente après le départ de Diable, même si encore une fois, voilà, mettons un peu de mesure là-dessus, ce n'est que face à DNS. Et c'est tout pour cette semaine, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux, que ce soit pour les formats courts ou pour les formats longs sur YouTube. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récap. Tchuss!